Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info. On est ensemble pendant une heure jusqu'à 19h. Installez-vous bien, on est très heureux de vous retrouver. Vous êtes déjà 15 dans le chat, je crois que la pub d'Orient a fonctionné Ça marche. ce soir. Comme d'habitude, même si j'ai dit ton prénom avant de vous présenter, je vais pouvoir vous récapituler le déroulé de l'émission. Chacun de nos 4 chroniqueurs autour de la table va pouvoir présenter sa petite chronique d'actualité. On va pouvoir en discuter, en débattre un petit peu. S'en suivra le débat du jour et de la semaine sur la défiance des Français vis-à-vis des médias. On va pouvoir vous éclairer sur ce chiffre qui est de 57% des Français ont une défiance envers les médias. Et comme d'habitude, le petit quiz d'actualité. Certains ont révisé, d'autres non. On se retrouve dans à peu près 45 minutes pour pouvoir assister à ce quiz. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de vous voir. Ce soir, on a Johan autour de la table. Bonsoir Johan. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Très Tu bien. me disais un peu en off que tu étais un peu stressé. Est-ce que là, quand c'est parti, ça redescend un peu ou... Oui, ça va le faire. Ça va le faire un peu stressé, c'est la première, commencer. mais ça va le faire. Parfait. Avec nous, on a Guillaume aussi ce soir. Comment ça va ? Ça va très bien Mathias. Très content d'être là, je crois. Très très content, première sur un plateau et je suis très content d'être ici à la soirée de l'info, donc merci de ton invitation. Eh ben, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Yo les copains, merci. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Bonsoir Elisa, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bah, ça va, merci. Toi, le stress, il est parti. 3e émission. Là, ça y est, on est un peu comme à la maison. On va dire qu'on fait partie des meubles maintenant. C'est ça. Et enfin, Dorian. Dorian, comment ça va ? Ça va super. Ça va super. Ouais. Mauvaise journée mais Non, mitigé la journée. Mitigé la journée. Ouais, mitigé. Envie de finir la semaine. Envie de finir la Envie semaine. de finir la semaine. Ouais. Donc Dorian, voilà, je vous le dis, il n'a pas envie d'être avec nous ce soir, mais ça c'est Non, pas grave. j'avais dit ça. Je suis très content d'être là. Tu l'as Très pensé content d'être Très là. content. Bah, ça me fait plaisir que tu sois content d'être là. Il attend le Bah, five de demain. Ça peut te faire plaisir. Il attend le j'attends que five de demain. ouais. Oui, demain il y a un gros rendez-vous pour Dorian. Five, j'espère que vous allez gagner. Guillaume aussi. Et bah, Johan. Avec le Green TFC. Exactement. Il y a eu un Une petite sacré- pub s'ils veulent venir nous voir. Ouais, allez au Five Allez d'Antibes. supporter. Five d'Antibes midi jusqu'à 17h on va dire maximum. 17h. Ouais. Il y a quoi à la gagne ? Pour le premier des maillots. Des maillots. Et après Ouais, je sais pas. l'équipe. Jusqu'à la première place. donc Le je peux pas mec est savoir, mais- investi en tout cas. Non, ça mais fait, Jusqu'à la première place c'est pour ça. jusqu'à la première Ouais, place. que la première place. L'équipe de Dorian aura fini à 14h, de toute façon. Oui. Il parle beaucoup. On verra demain. Bon, on va pouvoir lancer cette soirée de l'info. Je crois que quelqu'un voulait commencer autour de la table. C'est Guillaume pour ta première. Tu veux ouvrir le bal ? Allez, ça me fait plaisir, donc je vais commencer, je vais me lancer. Lance-toi. Donc moi je vais vous parler de Miss Univers qui a eu lieu donc, cette semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est un concours international de beauté, c'est un peu l'équivalent de Miss France en Mais à version l'international. internationale. c'est Donc ça. Miss France c'est la Ligue 1, Miss Univers on joue la Coupe du Monde. Voilà, c'est un peu ça. Débat parallèle quoi. Donc déjà. cette année c'était Hein la... Débat parallèle déjà. Commence toi. Mais pas du tout, c'est pour mettre en contexte. Ah oui, tout La le Ligue 1, on monde joue joue avec entre- le foot. Ok, non, mais c'est pas grave. Miss France Ah, c'est ok, entre très bien. françaises et donc Miss Ok. Univers c'est avec toutes les gagnantes de tous les pays. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc pour participer à Miss Univers, effectivement, il faut avoir été élu Miss dans son propre pays. Donc ça ne veut pas dire que tous les pays y participent. Sur environ 180 pays dans le monde, il y en a eu 84 qui ont participé la semaine dernière, pour la 72e édition. Donc pas tout le monde ne participe, des fois pour des raisons financières. Et certains petits pays n'ont pas les moyens, ou pour des raisons de politique ou culturelles. Ok. Tout dépend des pays. Et la grande gagnante a été cette année Miss Nicaragua. Miss Nicaragua. Voilà, elle Félicitations. s'appelle Chénis Palacios. Waouh, t'as révisé ton prénom là. C'est ça. Je l'ai relu plusieurs fois avant d'arriver. Et la représentante française était Diane Lair, qui avait été élue Miss France donc l'année dernière. Je vais faire un petit rappel historique sur Le concours Miss Univers. Donc ça existe depuis un peu plus de 70 ans. À l'origine, ça a été créé par Pacific Mills, qui est une marque de vêtements américaine de maillots de bain. Donc l'objectif pour eux, c'était de promouvoir leur maillot de bain, parce que vous savez, à chaque fois dans les concours, ils défilent tous en maillot de bain. Donc l'objectif pour eux, c'était de montrer leur maillot de bain à travers ce concours. Et le concours Miss USA existait déjà auparavant, donc ils ont repris cette idée pour en faire un concours international, et ça a bien fonctionné. Après, pendant près de 20 ans, à la fin du XXe siècle, il y a un grand homme politique mondial qui a repris un peu ce concours pour l'impulser et Lui donner un second voilà, souffle un peu. Voilà, et exactement. Le mettre plus sur le devant de la Ouais. scène. Donc vous le connaissez tous, c'est Donald Trump. Ah, ok. Voilà. Donc, Oh, je savais je m'attendais pas Voilà, à dire ça. j'ai appris aussi quelque chose en révisant mon sujet. Et donc Donald Trump a impulsé, c'est vraiment lui qui a donné cette visibilité internationale à ce concours. Parce qu'il avait les moyens pour promouvoir, Exactement. mettre les moyens. Exactement. Il a mis les moyens que la marque de vêtements américaine n'a pas mis. Et donc ça a vraiment mis un coup de projecteur
Et puis après, on sait que Miss Univers, donc ça concerne tous les pays, donc forcément à l'international, c'est plus facile d'être convoité. Voilà, donc pour la petite anecdote, le pays qui a le plus de fois remporté ce concours, cette cérémonie, c'est les États-Unis. Voilà, Combien de fois, tu sais ? 9 fois. 9 fois ? 9 fois sur une 70aine de participations, donc une fois sur 7 environ. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. Le Venezuela, deuxième avec 7 victoires. Et la France a gagné seulement 2 fois. Alors elle a gagné la deuxième édition et la dernière à avoir gagné, c'était en 2016. Vous vous en souvenez, c'est Iris Mittenard, elle est quand même plutôt connue. Voilà. Oui, Iris, oui, okay. Très jolie Miss. Yes. Donc pour revenir maintenant sur après avoir fait ce rappel, pour revenir sur cette édition 2023, je vais vous parler de cette réglementation qui a été un peu élargie. Je pense que c'est une bonne chose parce que les concours, des fois, ça porte un peu à des sujets, à des débats, parce que des fois c'est trop restrictif, on parle de concours de beauté, mais il n'y a pas vraiment de beauté parce que c'est la subjectivité. Et donc cette année, ils ont un peu essayé d'élargir, on va dire, le socle de participants. Donc les femmes qui sont mariées ont désormais le droit de participer au concours. Et ça c'est fou, enfin les femmes mariées qui n'avaient pas le droit de participer. Non, avant, jusqu'à l'année dernière, c'était pas autorisé. Mais c'était dans Miss Univers ou c'était même dans les Miss Alors là, je parle uniquement de Miss Univers. Peut-être que dans Miss France, c'était déjà le cas depuis plusieurs années. En tout cas, pour Miss Univers, ils ont mis ça en place uniquement cette année. Les femmes ont aussi le droit d'avoir un enfant. Ça, pareil, avant, si elles étaient mères, c'était pas possible. Okay. Voilà. Et on a vu cette année la deuxième et troisième femme transgenre qui ont participé au concours. Donc ça, c'est une règle qui est arrivée en 2018, mais là, pour la deuxième fois, donc seulement, on a eu des femmes transgenres. Ça marque quand même une évolution. C'est quelque chose qu'il y a 20 ans, on ne pouvait même pas oser imaginer. Mais après, c'est quelque chose qui fait... On va pas rentrer dedans, mais il y a des femmes qui disent que, bien sûr, c'est pas légitime parce qu'elles sont d'abord plus femmes que les femmes trans. Et donc, il y avait des petits débats qui s'étaient déroulés là-dessus. Ouais, c'est ça. Et donc, je sais pas si vous en avez un peu entendu parler. Il y a une Miss qui s'est fait remarquer, dont on a parlé un peu plus que les autres. C'est Thaïlande, non ? Alors non, c'est quel pays, mais Népal. Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'elle est plus ronde. C'est ça, c'est Miss Népal parce qu'elle est plus ronde. Mais alors, c'est pas, elle est plus ronde, certes, mais elle a promu ça elle a voulu montrer qu'elle était représentative de la population mondiale, des femmes dans le monde. Elle a dit que 80% dans son discours, que 80% des femmes lui ressemblaient plus elle que les autres participantes. Donc voilà, c'est elle qui a un peu mis la lumière sur cette édition 2023. Et est-ce que vous savez quel est le salaire de la Miss Univers ? La Miss Univers, c'est quand même censé être la plus belle femme du monde quand même. Est-ce que vous savez quel est le salaire qu'elle pourrait gagner à votre avis ? Le salaire de Miss Univers, donc sur un an, là, Miss Nicaragua, elle va toucher, je sais pas, 2500 €, 3000 €. Sur un an ? Par mois Par mois. Une dizaine de milliers d'euros par mois, je pense. Je crois que c'est moins. Moi, j'ai l'impression, comment tu le dis, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas 1000 €. 3005, un truc comme ça. Non, 1000 €, c'est quand même, c'est moins que le Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'était... Non, elle gagne 5000 €. Ah, quand même. Ah, 5000 €. Okay. Honnête. Voilà, mais c'est seulement pendant un an, c'est seulement pendant le temps de son sacre. Et puis, elle gagne aussi un logement à New York. Enfin, elle va pas le gagner, mais elle a un logement gratuit à New York pendant toute son année. Oui, donc ça va. Après, souvent, profiter ça marche d'une tellement année. Oui, il y a une année sabbatique. et ces Voilà. partenariats permettent de gagner de l'argent ensuite. C'est ça, ça lance un peu leur carrière. Après, oui, c'est aussi une grosse visibilité, Miss Univers. Voilà. Et je pense que s'il y aurait une chose à retenir de Miss France, quelque chose dont on se souvient, quelque chose qui est dans les mémoires, ça pourrait être la controverse qui a eu lieu en 2015. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'était l'acteur, humoriste et animateur qui présentait Miss Univers, Steve Harvey, qui avait donné la victoire à la mauvaise Miss. Ah oui, Colombie donc, au lieu voilà. de... Il avait mis le diadème sur la mauvaise. C'est ça. Il avait annoncé le vainqueur. Miss Colombie avait récupéré son écharpe, sa couronne, ses fleurs, avant de se rendre compte au bout de quelques secondes qu'il avait annoncé la mauvaise personne. Les deux ascenseurs émotionnels. Là, c'est ça. C'est ça. Et donc finalement, c'était Miss Philippines qui avait remporté cette couronne, cette écharpe, cette édition. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est on va dire la chose la plus marquante donc, de ce 21e siècle à propos de Miss Univers.
Et on pourrait se demander pourquoi ça buzz pas tant que ça, parce que Miss Univers, on n'en entend pas forcément parler. Miss France, alors autant Miss France, quand ça passe à la télé, ça fait quand même une grosse audience à la télé. Beaucoup de gens en parlent. Miss Univers, pourquoi ça fonctionne pas tant que ça en France ? Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que chaque année, c'est diffusé dans des pays différents. Et donc, selon l'endroit où c'est diffusé, là, c'était en Amérique du Sud. Selon le pays où c'est diffusé, et des fois, ça se passe la nuit ou ça se passe pas une bonne horaire. Donc là, c'était à 2h du matin que je crois que la cérémonie a commencé. Et deuxième raison, c'est c'est la diffusion à la télé en France. Donc Miss France, c'est diffusé sur TF1. Ouais. Et là, c'est uniquement diffusé sur Paris Première, donc qui fait partie du groupe M6. C'est une chaîne payante. Ouais. Voilà, c'est vraiment pas intuitif. Il faut vraiment vouloir regarder ça. Tu peux pas tomber dessus. Quoi. Il faut avoir envie de regarder ça. Il faut être fan, il faut être une fois par an devant sa télé, devant Paris Première. C'est ça. Voilà, prochaine édition, ce sera au Mexique, donc ce sera le même problème. Ouais. Ce sera diffusé en pleine nuit. Très bien. Bon merci beaucoup Guillaume, on en a appris beaucoup sur Miss Univers. La grosse info quand même c'est Trump, je sais pas du tout qu'il avait lancé ce genre de concours. C'est grâce à lui qu'on en parle aujourd'hui. C'était en quelle année ça qu'il a lancé ça ? Début des années 2000. Ouais, après tu peux suivre les chroniques de tes collègues. Mais je me rappelais plus. Et après quand il est devenu président, il a donné il a cédé Miss Univers. Ok, très bien. Bon merci beaucoup Guillaume en tout cas. Vous êtes 20 personnes en live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je sais que tu es déçu. Et en plus de ça, ils sont un peu timides ce soir. Je sais pas, ils ont pas trop envie de parler. Ils sont fatigués peut-être. Oui, ils sont fatigués. Entre Stuff de Max et Roro Noah, ça joue au ping-pong. Toujours les mêmes. N'hésitez pas à très sombre l'endroit. Pas de souci. N'hésitez pas à interagir dans le chat. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième chronique. Est-ce que quelqu'un veut passer ou... J'y vais si tu veux. Allez, vas-y. Comme ça, on fait les deux premières fois dès le début. Alors moi, ce soir, je vais vous parler de la SNCF et de sa filiale SNCF Gare et Connexion, qui a décidé d'installer des centres de télémédecine dans à peu près 300 de ces gares d'ici 2028. Alors l'objectif de ce projet, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Alors pour faire un petit point sur la situation, la France, c'est comme l'Allemagne, c'est un pays qui connaît un vieillissement de sa population. Et de l'autre côté, on a aussi de moins en moins de médecins, une répartition inégale de ces médecins en France. Et on a aussi ceux qui sortent diplômés, qui ne veulent plus forcément travailler dans les zones rurales. On fait beaucoup d'efforts, on peut parfois leur prêter des appartements, une voiture des fois de fonction, de grosses primes, mais malheureusement ça ne suffit pas et ça donne lieu à la création de déserts médicaux. Alors selon Vie publique en 2022, on a quand même environ 30% des Français qui sont concernés par ce phénomène. Du coup la SNCF elle a décidé de réagir pour faire face à ce manque de soins médicaux. Alors évidemment ça fait longtemps que la SNCF et la gare c'est plus le seul endroit pour prendre son train, parce que certaines gares ont créé des centres commerciaux, par exemple on voit à Niceville, il y a plein de boutiques tout autour. Oui, la gare c'est plus maintenant juste la gare, c'est aussi un lieu commun. Il faut occuper les gens pendant les retards. Les retards Mais j'ai vu SNCF meilleur service client, meilleur service client de 2023-2022. En France ? Oui. Ok, c'est surprenant, je sais pas. Il ne devait pas y avoir beaucoup de concurrence. Pour le remboursement, ils doivent être à l'affût. C'est ça. Donc le but c'est de faciliter l'accès aux soins aux Français dans des zones qui ne disposent pas d'une couverture médicale suffisante, comme l'expliquait la SNCF. Parce que selon elle, 90% de la population réside à moins de 10 km d'une gare. Donc forcément, ça permettrait un meilleur accès à la santé. Mais toutes les gares ne pourront pas bénéficier de cette nouvelle mesure, puisque seules les gares situées dans les zones d'intervention prioritaire, donc les ZIP, et les zones d'aménagement concerté, donc les ZAC, seront concernées. Ça représente à peu près 1700 gares potentielles selon SNCF Gare et Connexion. Donc ça, 1700 gares sur tout le territoire français qui peuvent potentiellement être éligibles à oui, donc c'est pas accueillir tout de suite en fait, le temps de traiter les dossiers. Non, parce que 300 d'ici 2028, donc non, ça risque d'être... Ok, très bien. On va peut-être vouloir tester d'abord le projet, voir si ça marche, et ensuite peut-être l'élargir à plus de gares. Très bien. Donc ces gares, elles sont définies donc, par l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, et en concertation avec les acteurs de la santé et les collectivités locales, bien évidemment. Pour déployer cette offre, la filiale de la SNCF s'est appuyée sur la société Loxamed, qui est spécialisée dans la télémédecine, et sur la société Capitelomed, qui est spécialisée dans les solutions médicales connectées. D'ailleurs, Loxamed, ils ont déjà déployé des salles de téléconsultation en Normandie, parce que c'est une région qui souffre pas mal de la pénurie de médecins. Alors concrètement, comment ça va se passer ? La SNCF, elle assure qu'on permettra aux professionnels des conditions vraiment de haute qualité pour recevoir les patients dans les gares. Il ne faut pas que ce soit un écran où on ne voit rien, il faut qu'il y ait les outils adéquats. Exactement, il faut qu'ils se sentent aussi en sécurité et à l'aise pour pouvoir
pratiquer. avoir accès aux soins. Donc dans un premier temps, les espaces de télémédecine ils seront aménagés dans des box de 15 mètres carrés sur le parvis des gares, le temps de faire des travaux de plus grande ampleur. Ces espaces ils accueilleront des consultations médicales classiques, mais ils seront aussi utilisés pour accompagner des campagnes de dépistage, de prévention ou même de vaccination. Ces téléconsultations elles bénéficieront d'une nouveauté. On sera plus seul face à un écran d'ordinateur, puisqu'un infirmier diplômé d'État sera toujours présent sur place avec nous et le patient sera examiné à distance par un médecin. Par exemple, c'est l'infirmier qui placera le stéthoscope sur notre cœur et c'est un médecin qui pourra écouter à distance pour faire un diagnostic de santé. Est-ce que ça crée de l'emploi chez les infirmiers ou alors on délocalise J'y viens après, mais pas forcément, puisque en fait, on va utiliser déjà, on va s'appuyer sur les médecins et infirmiers libéraux dans les secteurs concernés. On va leur demander des efforts entre guillemets supplémentaires. Donc les médecins qui prendront en charge les consultations médicales, ça sera uniquement des médecins formés et exerçant en France. La prise de rendez-vous elle sera sur place directement. Les espaces de téléconsultation seront également référencés sur des plateformes de gestion de rendez-vous, par exemple comme Doctolib, comme ce qui se fait avec un peu tous les médecins. Le seul bémol entre guillemets, c'est que pour bénéficier de ce service, il faudra par contre que les patients soient couverts par l'assurance maladie. Et le prix, par contre, sera le prix d'une consultation classique de secteur 1 à 26,50 €. Donc ça, c'est pas plus cher. Et c'est l'Oxamed qui s'adressera donc directement aux unions régionales des professionnels de santé pour trouver ces fameux infirmiers libéraux. Qui interviendront dedans. Exactement, disponibles pour participer à ce dispositif et des médecins aussi libéraux qui pourront dégager du temps à ce projet. Et ces premiers espaces de santé pourront voir le jour potentiellement en 2024. Par contre, le projet de la SNCF, il fait polémique, surtout du côté de l'Ordre des médecins, qui ne voit pas ça d'un bon oeil. Parce que je cite, ils ont dit « L'Ordre des médecins appelle bien davantage l'entreprise ferroviaire à améliorer la desserte ferroviaire des territoires les plus enclavés, véritable enjeu d'attractivité des territoires vis-à-vis de l'installation des professionnels de santé. » Donc en fait, concrètement, l'Ordre des médecins dit à la SNCF qu'il faut d'abord s'occuper de ses propres problèmes, aller devant sa porte avant de s'occuper du domaine des autres, puisque l'Ordre des médecins est très inquiet de ce projet, puisqu'il parle de médecine low cost très lucrative, de financiarisation de la santé, et ça pour eux, c'est pas bon du tout. Il y a aussi le syndicat de médecins UFLM qui a lui aussi dénoncé l'initiative de la SNCF en disant qu'il ne peut pas y avoir de bonne médecine faite de consommation presse-bouton à distance d'un médecin qui ne connaît pas le patient, donc ce manque de côté social. Par contre, il y a une personnalité, un chef d'entreprise à qui ça a bien plu, est-ce que vous l'avez vu passer hier ? Un chef d'entreprise à qui le projet a plu. Qui a salué le projet. Il a salué le projet, non, j'ai pas... C'est Michel-Édouard Leclerc, qui aimerait bien avoir des centres de télémédecine dans ses enseignes, donc Leclerc, dans ses supermarchés. C'est pas étonnant qu'on ait sans le personnage, parce que ça fait quelques années qu'il essaye de vendre des médicaments dans ses propres rayons. Donc lui, il a l'air d'être emballé par le projet, et pourquoi pas investir dans ce domaine dans le futur. Ça pourrait être encore quelque chose vers lequel il pourrait s'ouvrir et développer la chaîne de magasins Leclerc. Merci beaucoup. Johan, on a parlé médecine. Donc si je comprends bien, c'est quelque chose qui est décrié par les médecins eux-mêmes, mais professionnels de santé. Professionnels de santé. La population, est-ce que tu sais s'il y a des réactions un petit peu ? Est-ce qu'ils sont favorables ? Dans les zones concernées, oui, les gens sont plutôt contents parce que s'ils peuvent se déplacer dans une gare qui est pas trop loin de chez eux pour aller se faire soigner, même si c'est à distance, c'est mieux que rien, malgré tout. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup, Johan, pour cette chronique. Vous interagissez un peu plus, mais c'est encore rien à voir avec ce qu'on dit. C'est pas grave, les gars, vous allez y arriver. Je suis sûr qu'à la fin de l'émission, on va pouvoir avoir un message en rapport. Merci beaucoup. Qui c'est qui veut enchaîner entre vous deux ? Comme tu veux. Allez, je vais me... Vas-y, on garde le meilleur. Non, je ne dis pas le meilleur. C'est pas pour autant que je suis meilleur. Non, on verra. Vas-y. Meilleur sujet. Ouais, peut-être. C'est qui fait débat. Alors, moi, je vais aborder donc quelque chose de très cliché, mais actuel pour le coup. Vous le savez, les fêtes de Noël, elles approchent à grands pas. Et les parents s'affolent, ils font se tête baissée dans les magasins pour pouvoir trouver les meilleurs jouets pour leurs enfants. En plus, là, c'est Black Friday. Ouais, Black Friday. C'est dans un mois, Noël, en fait. On est le 24. C'est dans un mois. Ouais. Exactement. Et donc, c'est pour ça, voilà, il y a un gros mouvement de foule, on va dire, dans les magasins. Mais si au moment d'acheter tous ces cadeaux, on pensait un peu à la planète, finalement. Ah, ça serait donc voilà, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Pour vous poser un contexte, les étiquetages sur les produits se multiplient en ce moment. Donc pas que les produits comme la nourriture par exemple, mais aussi les jouets. Beaucoup se sentent concernés par ce problème-là. On rappelle aussi qu'à l'origine, ces étiquetages ils sont orientés envers les consommateurs pour qu'ils puissent choisir au mieux leurs produits.
Et depuis plusieurs années, les Français sont de plus en plus soucieux justement de se rapprocher de produits respectueux de l'environnement et moins nocifs aussi pour la santé. Et même des jouets de seconde main. Enfin, c'est pas. Mais Oui, de c'est plus en ça. plus des jouets qui sont achetés en seconde Ouais, main. c'est ça. Et donc vous l'avez compris, beaucoup se sentent concernés. Après, il faut encore convaincre les plus jeunes qui achètent ce qu'ils trouvent en premier. Mais les plus vigilants restent bien sûr les parents. Les magasins aussi, petit à petit, s'y mettent. Vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà vu. Il y a un système de notation de produits. Et, Un Nutri-Score oui. des une jouets. espèce de Nutri-Score des jouets, c'est ça. Ok. On appelle ça le jouet score. Ok. Et en fait, ça sert tout simplement à aider les clients à consommer différemment, à être plus éco-responsables. D'où la tendance en fait des grands fabricants à proposer des jouets éco-conçus, mieux éco-conçus. Il y a un problème de. Encore, mais c'est toujours le même micro. Il y a un problème de son. Ah, Grave. ok. Sinon, juste pour la chronique, à la limite, tu lui donnes le tien d'Orient et puis on va essayer de voir avec le câble. On va faire ça, Burry. Ok. Ouais, voilà, Dorian, ça y est, t'es plus. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon. elle est Ok, là. parfait. Donc depuis quelques semaines, les différentes enseignes de jouets proposent ce fameux jouet score. En quelques mots, en soi, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez compris, il s'agit en réalité d'un label qui a choisi d'évaluer ses produits sur une échelle de 0 à 5 pour savoir en fait à quel point le produit est éco-responsable ou non. Ça se manifeste donc dans la réalité avec, à côté du prix du jouet, en fait, vous avez la note comprise entre 0 et 5. Donc 0 étant la moins bonne note et 5 étant la meilleure, bien entendu. Donc c'est une échelle de notation qui s'inspire du Nutri-Score, on en a parlé juste avant. Ça permet en fait qui permettait d'évaluer la qualité des produits alimentaires. Et c'est le moyen aussi d'offrir un système qui est plus familier à l'œil des consommateurs qui sont déjà habitués à ce système-là par rapport à leurs produits de consommation. Et pour savoir, ce label, en fait, il a sélectionné 3 critères de sélection pour les jouets. Donc en premier, c'est le lieu de fabrication du jouet. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas provenir de trop loin. Parce que vous savez, après, c'est très polluant, en fait, exactement, l'exportation. On sait qu'il y a beaucoup de produits chinois ou d'Amérique du Nord, par exemple, qui sont vendus en France et ailleurs, d'ailleurs, et qui sont très, très polluants. On pense notamment aux firmes American Hasbro, Mattel, Lego, même Denbei, vous savez, pour les Pokémon, c'est une chaîne japonaise. Okay. Enfin, il y en a énormément. C'est pour ça que, en France, en tout cas, de plus en plus, on essaye de se tourner vers d'autres produits, qu'on appelle les produits de substitution. Après, le deuxième critère, ça restera l'emballage. Donc, comment le produit il a subi l'export, dans quelles conditions aussi et quelle matière il a été emballé. On essaye de réduire aussi les produits plastiques. Vous avez tous sûrement vu déjà les Polly Pocket. Il y a toujours 28 petits fils pour le rattacher. C'est vraiment... On essaye de s'en détacher un maximum. Et le dernier, c'est aussi en fonction du matériau qui compose les jouets directement. Donc on va privilégier des jouets en bois, par exemple, ou, pour éviter le maximum de plastique. Et ça reprend en gros globalement les étapes de fabrication du jouet depuis sa conception. Ok, très bien. Donc l'objectif en soi, c'est informer le consommateur sur son achat. Mais aussi, on va pas se leurrer, de mettre en valeur des produits français. On valorise de plus en plus le Made in France, et c'est vrai qu'on n'en vend pas assez en ce moment, donc on essaye de le remettre à l'honneur. Mais il y a eu aussi le salon du Made in France qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, donc c'était dans cette lancée-là. Et on sait que près de la moitié des clients reconnaissent être atteints par la provenance des jouets. Donc en soi, les Français s'intéressent vraiment à d'où viennent leurs jouets, enfin, en tout cas les produits qu'ils achètent et pourquoi ils sont vendus. Après, le premier critère, ça restera toujours le budget, évidemment, encore plus dans la situation actuelle, parce que c'est compliqué de joindre les deux bouts. Et pour le moment, ce jouet score, il concerne 400 produits. Donc, pour les mois à venir, le label, il veut quand même étendre un petit peu plus sa sélection, parce que c'est sûr que 400 produits, on est quand même vite à court d'idées. Mais c'est dans le projet de s'élargir. Et parallèlement, on a aussi certaines publicités qui mettent en scène des espèces de dévendeurs. C'est le ministère d'ailleurs de la transition écologique qui diffuse cet extrait, et il invite en fait à une sobriété en termes d'achat pendant la période du Black Friday. On en parlait tout à l'heure. Éviter d'acheter l'inutile en fait, et de vraiment se concentrer, pas se précipiter dans les magasins et réfléchir, et de se dire j'ai une réduction, donc forcément c'est le moment, il faut que j'achète. Et peut-être regarder même si les prix n'ont pas été augmentés avant le Black Friday, ou en tout cas les soldes. Elle a fait pas mal polémique d'ailleurs cette qui a fait vidéo, très polémique, parce que on parle c'est les faux plans en fait du Black Friday, et il faut pas tomber tête baissée là-dedans.
Et donc le ministère de la transition écologique, il a diffusé un message qui est censé en fait décourager les acheteurs dans ce genre de produits qui sont tout simplement inutiles et beaucoup trop peu éco-responsables. Donc voilà, ils ont pour but en fait de sensibiliser les Français à une meilleure consommation dans le secteur notamment de l'électroménager et du textile, parce qu'on le sait, pour les fêtes de Noël, on n'a pas que des petits enfants, des enfants en bas âge, on a aussi des ados qui veulent une tablette, qui veulent un PC, qui veulent un téléphone, ce genre de choses. Et on sait aussi qu'un Français en moyenne achète 48 vêtements neufs par an. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui est censé alarmer. C'est un par semaine, presque. Quasiment. Ouais. Et c'est des chiffres énormes pour au final peu d'utilité, parce que on peut très bien avoir un t-shirt mais qu'on ne porte jamais, un article qu'on ne porte jamais, on s'en rend compte. Et c'est pour ça aussi que les grandes chaînes comme Vinted, que vous connaissez tous, l'application de revente des vêtements, aide aussi à limiter ce trop plus d'achat. De vente de vêtements en France. En ligne, c'est ça. Déjà. Exactement. Bon très bien, merci beaucoup Elisa pour cette chronique. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un Nutri-Score des jouets, donc non, moi non plus. Le jouet score. Je sais pas, vous y feriez attention vous quand vous achetez quelque chose ou... Oui, moi je pense que c'est bien parce qu'avant, je pense que tous les indicateurs étaient notés sur l'étiquette, mais vraiment tout petit. Et là, ils vont être mis en avant. Donc c'est vraiment bien. Ça accroche l'œil. Et puis les nouvelles générations vont grandir avec ça et donc ils vont trouver ça naturel. Ils vont forcément regarder ça quand ils seront plus grands. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Puis comme je l'ai dit, on est déjà habitué même avec les aliments. C'est vrai que des fois on choisit, on se dit putain, c'est D. D, c'est pas bon. Donc, Et en plus, on a beaucoup de choix. Donc, forcément, dès qu'il y a un score qui est meilleur que l'autre, on va vite faire notre choix. Le prix peut varier, mais quand on se penche vraiment sur la question, pas forcément. On est à peut-être quelques euros près. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup, Elisa, de nous avoir appris l'existence de ce jouet score. Je vais te laisser redonner le micro à ton collègue Dorian, qui va pouvoir enchaîner avec sa chronique. Une chronique... pas du tout comme les autres, quoi. Pas du tout comme les autres. Ah non, très bizarre. Toi, t'as fait les réseaux... peut-être que les gens, ils connaissent, du coup. Ça va faire débat, tu vois. C'est peut-être là, d'ailleurs, que le chat, vous allez pouvoir... Louison, il va adorer, tu vois. Louison va adorer. On a Va qui répond beaucoup aussi. Je te laisse dévoiler de quoi tu veux nous parler dans on va parler de la nouvelle télé-réalité qui fait un petit peu débat, qui déchaîne aussi les passions bizarres, peut-être, on verra. Frenchy Shore, je sais pas si vous avez regardé. J'en ai entendu parler. Je ne pas qu'ils ont regardé. J'ai jamais regardé un épisode, mais on en entend trop parler depuis. On en entend beaucoup parler, on voit des extraits de partout. Donc depuis le 11 novembre dernier, la plateforme Paramount Plus et MTV France diffusent Frenchy Shore, pardon. C'est une télé-réalité qui réunit 10 colocataires dans l'objectif donc de faire la fête. Donc c'est dans une villa à Cap d'Agde et donc ils ont alcool illimité, piscine, chambre, c'est juste on les met vacances de rêve, la fête et voilà, c'est ça. Donc comme toute télé-réalité normale, comme les Marseillais, comme les Ch'tis, il y a des défis qui leur permettent aussi de gagner de l'argent. Donc c'est là le seul moment où ils sortent de la maison. Ils vont faire un défi, ils vont gagner de l'argent et ils reviennent. Mais l'argent c'est pour eux ou c'est à dépenser pendant l'émission? Voilà. Ils ont rien à dépenser pendant l'émission. Pendant l'émission, ils ont rien à dépenser. Ils sont en vacances. C'est vraiment des vacances de rêve. Bizarre, les vacances de rêve peut-être. Donc comme j'ai dit, c'est comme une émission comme les Marseillais ou les Ch'tis, mais il y a ce truc en plus qui fait polémique. Et c'est quoi ce truc en plus, mon cher Dodo? Alors, ce truc en plus, c'est que chaque épisode regorge de blagues cochonnes. On peut également découvrir de nombreuses scènes de nudité et même des rapports sexuels floutés, mais floutés très minutieusement. Un petit très simple. Pour la réglementation, quoi. Voilà, exactement. Ouais. On a je te coupe, on a Louison qui dit moi j'adore le concept. On n'en doutait pas moins de toi. C'était pas besoin de le préciser. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très différent, c'est tout nouveau, ça vient des États-Unis forcément. C'est eux qui créent tous ces trucs bizarres. Il y avait même eu des éditions au Royaume-Uni, en en Espagne, en Italie je crois aussi, je sais plus. C'est des trucs comme ça. Et il a fallu que ça touche la France. Il a fallu que ça touche la France. Donc David Macera, c'est le producteur de l'émission. Lui, il déclare que c'est pas là pour faire un film pornographique, même si ça s'en rapproche. Ces jeunes sont hyper touchants et ont été très respectueux durant le tournage. Il ne faut pas les réduire à la vulgarité. C'est ce qu'il déclare. D'accord. Je pense qu'il faut voir l'intérêt financier derrière, non? Oui, vu que ça il va pas défoncer son émission en même temps. Oui, c'est pour ça. Donc cette émission, elle est interdite aux moins de 16 ans, mais malheureusement tout le monde peut tomber dessus parce qu'on voit des extraits par exemple sur TikTok, sur YouTube, donc c'est ça le problème. Les jeunes, ils peuvent tous les gens de 16 ans peuvent. Et puis c'est un compte Paramount Plus. Paramount Plus c'est payant ça, ouais. Oui, mais si c'est le compte des parents, oui, du coup, il y a juste le petit logo en bas, ça n'empêche pas de voir. Voilà, et c'est diffusé à vers 23h, donc après c'est peut-être mieux pour les jeunes. Normalement ils sont censés s'être levés, mais maintenant la génération évolue. Du coup, qu'en pense la ministre de la Culture?
parce qu'elle a réagi, elle a vu ça sur les réseaux elle aussi. Bah oui. Et sans grande surprise, ça pose question. Elle s'inquiète d'une télé-réalité très limite à la pornographie. Mais bon, David Massera lui a dit que non. Oui. Il a pris Bah le forcément, le Média Culture ne va pas accepter Ouais. ce genre de Oui. contenu, elle est Non. obligée de réagir. Donc dans une interview pour le Parisien, elle est tombée sur des extraits dans l'émission sur les réseaux sociaux et elle déclare pour des adolescents qui vont se dire c'est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique. Alors, effectivement, le programme est interdit aux moins de 16 ans, mais elle déclare aussi que n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux, comme ça m'est arrivé. Et il se peut effectivement que la frontière avec la pornographie ne tienne qu'à quelques pixels, tellement ces jeunes candidats de la génération Z n'ont aucune limite. Donc oui, on voit tout ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Et surtout, on voit tout ce même, qu'ils font, et même eux entre eux, ils même font. ce qu'ils disent, Ils le c'est font choquant. partout en fait. Oui, ils le font Même partout, entre eux, mais ça les amuse, ils ont carte blanche. Ouais, ils ont aucune pudeur. Le producteur, il leur a donné carte blanche, contrairement justement aux Ch'tis ou aux Marseillais, ils sont un peu encadrés, et eux c'est carte blanche, c'est ce qu'ils veulent, c'est pour ça que ça C'est même pire que la série sur Netflix qui était sortie. Séduction. Séduction. oui. C'est que là, ils étaient défavorisés à faire ce genre de rapport. Là, on les encourage C'est ça. à faire ça. Enfin, Ouais. ils avaient un rapport, ils Ouais. perdaient de l'argent, il y avait un. Ouais, voilà, là truc de- c'était, oui, un le truc truc de c'était gros. rien faire. Là, C'est ça. Là, on dit. justement, l'objectif c'est peut-être de faire ça. Après. Le Ok. producteur, ça. Je sais pas ce qu'il. Bon, bref. Alors que la presse, et du coup, il y a la presse aussi qui réagit, bah non, forcément ça fait réagir, et de nombreux internautes s'inquiètent d'une dérive trash jamais vue à la télé française. Il y a toujours la ministre de la Culture, Rima Abdul, qui livre son sentiment dans un. Bah, ça j'ai déjà dit, mais je me garderais bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes qui ont leur liberté éditoriale. Donc là, elle accuse un peu l'ARCOM qui fait rien pour cette émission. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose ou pas Justement, je vais en venir. Ok, très bien. Pas de Parfait. souci. Oui, comme je l'ai dit, du coup, il y a des simples smileys qui cachent le sexe des jeunes hommes, etc. Hein, Non, vas-y, t'inquiète. Donc voilà, donc que peut faire l'ARCOM? Donc le gendarme des médias, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a son rôle à jouer pour protéger les mineurs, ça c'est ce que déclare la ministre de la Culture. Sauf que l'ancien CSA a été annoncé à plusieurs reprises, mais elle est impuissante parce que c'est diffusé sur. Enfin, c'est pas. Paramount Plus, c'est pas français, mais Oui. je crois que c'est un truc Pays-Bas. Excusez-moi, la chaîne MTV France est éditée par l'autorité via comme CBS Network et c'est basé à Prague, donc c'est pas en France. D'accord. Donc l'ARCOM, c'est Mais en fait, français, elle a rien à dire. Ok. Donc il faudrait que ça vienne directement du CSA de Prague. De Prague, ouais, exactement. Et du coup, les différentes saisines ont donc été transmises aux autorités de ces pays. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On en aura une ou pas? Pour l'instant, on sait pas. Parce que là, c'est diffusé. Mais après, tu disais c'est à 23h, mais les épisodes ils sont possibles en rediffusion. Bah oui, forcément. Mais il reste combien de temps de diffusion? Dans combien de temps ça se finit ça? La rediffusion, c'est. Non, mais dans combien de temps parce que tu dis c'est tous les soirs à 23h. Ouais. Mais dans combien de temps là, il y a encore des nouveaux épisodes qui sortent. Oui. Donc dans combien de temps la série est terminée? Parce que ça se trouve, après diffusion, on pourra plus rien faire pour eux. Je n'ai aucune idée. Ok, pas de soucis. Je sais pas, peut-être que ça va revenir, ils vont Ouais. faire une saison 2 parce que ça a l'air de plaire quand même si c'est bizarre, Ouais. ça a l'air de plaire, ça marche, hein, sinon il l'aurait pas fait. Ce qui pose aussi question, c'est l'accès aux mineurs, comme je l'ai dit. Ce sont Ça a les- coûté beaucoup. je pense que rien n'est sorti encore, c'est juste oui. Ouais. la saison d'essai, donc on n'a aucun chiffre de sortie, mais oui, dès qu'on pourra faire les bilans, forcément là il y aura des trucs qui vont sortir. Et peut-être que, je sais pas, peut-être c'est en justice Ou ailleurs. ou ailleurs. Ou surtout en justice. Bah voilà, moi c'est. C'est Je sais pas terminé. si vous avez des Moi, je remarques, trouve mais- ça fou quand même. Ouais, en vrai, Parce c'est fou. que tu as dit que le concept n'est pas originaire de France, donc ça vient Non, bah, d'un forcément, autre ça vient pays, des États-Unis. voilà, des États-Unis, et que ça s'est développé dans plusieurs pays. Donc ça veut Ouais. dire que pour que ça se développe, il faut quand même que Ça ça marche. suscite de l'intérêt, il faut que ça marche. Donc, ça veut dire, Ça veut dire qu'ils ont gagné de l'argent Ouais. et qu'ils se sont dit on va s'expandre à l'étranger. Donc moi je pense que c'est fou, mais c'est un pari osé quand même, parce que les gens sont curieux quand il y a moins de règles, quand c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc Oui, c'est je sûr, pense que c'est un pari osé, C'est pas une mais émission que conventionnelle. voilà, c'est ça. Si ce serait bien encadré, que ce serait vraiment interdit aux mineurs, etc., je pense que ça pourrait être très bien. Parce que voilà, c'est choquant. C'est pour ça que- voilà. Mais moi je pense que le gros problème c'est l'accès aux mineurs. Mais Oui. si cette problématique est résolue, pour moi je vois pas le problème. Pourquoi Oui. pas. Ils ont peut-être voulu aussi. Il faut bien des émissions qui plaisent à tout type de gens, donc il faut bien tout type d'émissions. Ouais, c'est vrai. Parce que là, notamment, la France peut rien faire, c'est ça pour le Non, moment. pour l'instant, on peut rien faire. L'ARCOM a envoyé justement à Prague. Là, Après, c'est peut-être juste un effet de mode. Enfin, Oui, peut-être. Oui, bah aussi. Bah, il y a plein de Mais statuts pour- différents déjà. Enfin, on Mm. voit des personnes avec des profils hyper atypiques. Donc, Mm. c'est vrai. Après, Bon, il y a juste, ça il y a attire juste le aussi. milieu aussi, on peut laisser
le tournage se déroulait, mais par contre bloquer la diffusion en France si jamais. Oui, c'est possible. C'est ce qui se placés passe sont souvent contre. d'ailleurs sur ce genre d'émission. Très bien, bon bah merci à tous en tout cas pour vos 4 chroniques, elles étaient toutes très intéressantes. On va pouvoir passer au débat du jour qui malheureusement nous concerne directement en tant qu'étudiant en journalisme. Ce chiffre il fait un peu mal, 57% des Français estiment qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Près des 2/3 des Français considèrent d'ailleurs que les journalistes ne sont pas totalement indépendants. Pour 59% d'entre eux, ils sont soumis aux partis politiques et au pouvoir. Pour 56%, ils sont contraints par les pressions financières. Déjà, est-ce que ce chiffre, vous, en tant qu'étudiant journaliste, en journalisme, il vous alerte? Ah, mais il est énorme, il y a plus d'un Français sur deux qui n'a pas totalement confiance aux médias, même officiels. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en journaliste, alors que c'est quand même un métier quand même où il faut travailler, il y a une grosse recherche. Et en plus, il y a beaucoup de journalistes dans différents types de médias, télé, radio, etc. Et c'est très très faible. Alors aussi, il alerte, oui, mais il inquiète surtout. Parce que comme tu disais, c'est vrai qu'un Français sur deux, plus d'un Français sur deux, c'est quand même la grande majorité, quoi. Donc, puis nous, c'est directement le métier qu'on a envie de pouvoir faire plus tard. Donc c'est vrai que voir que les gens en fait, n'ont pas confiance aux médias, ça fait peur. Ça Dodo, fait t'as peur. un Je truc à- rejoins Elisa, hein, c'est inquiétant. Nous, on va se lancer dans ça et on Et dit plus d'un Français sur deux nous En fait, croit, ils On nous perd écoutent. de- nous, ouais. Des gens, Ils nous écoutent, mais est-ce Ouais. que vous nous écoutez longtemps du coup? On perd de la crédibilité en fait. Ouais. Après moi j'accuse quand même un peu la société, la population de peut-être mal cibler ses sources, enfin de mal s'informer, de s'informer sur les réseaux sociaux ou de s'informer à moitié. Voilà, et je pense qu'il y a un petit malentendu. Si on s'intéresse, si on regarde les actualités sur des bons médias, sur des médias sérieux, donc si on veut regarder des infos sur le sport, si on regarde sur des médias sérieux sur le sport, il faut bien cibler ces informations, ces sources. Et sur Et différents voilà, médias et je pense que ça pourrait être pas mal. Donc peut-être que c'est les gens qui s'informent mal aussi. Ouais, c'est le problème des réseaux sociaux. Ouais, du le coup. problème de la course à l'info. Mais est-ce que voilà pour vous cette L'info en défiance continu des aussi. Français, pour vous est-ce qu'elle est légitime? Parce que le chiffre il met aussi en évidence des pressions financières. C'est vrai que parfois c'est arrivé, même moi je suis tombé sur une vidéo, quelqu'un qui disait qu'il était payé par une entreprise pour écrire ce qu'il voulait dans les compléments d'enquête ou dans les... Et donc ça c'est peut-être C'est vrai. des signes qui font que aussi les Français... Pour vous cette défiance elle est légitime ou les Français en font trop par rapport à la crainte du journaliste? Ce que tu as dit, je pense que ça reste quand même des cas minoritaires, mais il suffit qu'il y en ait un ou deux qui marquent l'esprit des gens pour qu'ils remettent complètement en question tout leur point de vue sur la confiance des médias. Donc, ouais. Mais par exemple, autour de vous, est-ce que vous savez si par exemple votre famille, parfois on a des remarques, oui les médias je les crois pas, les médias ils sont comme ça, les médias ils sont comme ci, est-ce que déjà vous avez des exemples autour de vous? Est-ce que vous savez si votre cercle familial fait plus ou moins confiance aux médias ou Pas vous savez forcément, mais dans notre sens. On va faire journaliste, ils vont forcément croire à nous. pas? Ah ouais? Ils vont croire en nous, ouais. Tu penses que tous tes proches ils ont 100% confiance? Peut-être pas tous, mais peut-être ils l'iront pas aussi. Oui Tu peut-être. vois, je me lance dans ça, ils vont pas me dire ouais, on va pas croire à vous. Après, ça dépend aussi quelle info on cible, parce que il y a des infos locales et nationales, internationales. On parle pas du tout des mêmes choses. Même les journalistes, ça peut être compliqué, selon les conflits, même de cerner la vérité, en fait, parce que c'est aussi des prises de position assez particulières. Et après, ça dépend aussi, je pense, tout simplement du support sur lequel on s'informe. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, les réseaux sociaux. Et après aussi, la diversité des médias qu'on a envie d'entendre. Parce que c'est sûr qu'il y en a certains qui vont aborder une question d'une manière totalement différente que notre média. Et c'est aussi là qu'après, les Français peuvent développer leur esprit critique. Donc, je pense que ça va plus loin que ça, quoi. Tu parlais Moi, de... je suis totalement Ouais. d'accord avec Elisa. En fait, beaucoup de gens ont un problème avec le concept de ligne éditoriale. En fait, voilà, donc chaque média, selon le bord politique, interprète certains sujets suivant ce qu'ils ont comme ligne éditoriale. Et donc, en fait, toutes les informations ne sont pas toujours rappelées et le public a parfois l'impression qu'on essaie de cacher la vérité, Oui. ou que suivant ce qu'on annonce, on est des diffuseurs du gouvernement, par exemple. Et donc, c'est sûr que ça ne met pas totalement en confiance les gens qui nous écoutent. Alors je rappelle, le chiffre c'est une étude de Lacroix Quentin et tu parlais des supports. Petite question, est-ce que vous savez sur quel support les Français s'informent-ils pour la plupart Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux? Ouais. Non. Non. Ah, Sur en quelle France tranche d'âge à peu près? Alors c'est un Tout chiffre, ouais, les Français ils s'informent
de plus en plus, enfin ils s'informent le plus sur quel support? Je pense que même si c'est en baisse, ça reste la télé. Ouais, Parce que non. les gens Ah non, c'est pas ça. Non. Le journal. Le chiffre il est vrai. énorme, c'est 71% des Français s'informent sur les dires de leurs proches. Ah C'est non, même C'est pas- même pas un Ah, support quoi. donc, Ah, oui. Donc voilà, c'est du pour bouche ça à que- oreille. on C'est cherche même pas- un support journalistique. Voilà, Voilà, c'est le- du bouche à oreille. Les Français ne se tournent ni vers la télévision, ni la radio ou la presse écrite pour s'informer en toute confiance. Ils sont près de 71% à se diriger avant tout vers leurs proches. Est-ce que déjà ça, Ah, c'est pas peut-être ça le problème, déjà. C'est un peu contradictoire. Hein. Le téléphone arabe, en C'est fait, si d'autant l'information elle est plus erronée dès la deuxième personne, forcément. Chacun a un avis, Complète, il Puis n'est pas surtout, neutre. On connaît surtout des personnes. Enfin, on connaît. Il y a toujours la caricature de celui qui écoute toujours les infos et celui qui réfute toujours ce qui est dit. Et donc, si cette personne qui déjà part avec une mauvaise a priori Ouais. commence à raconter autour de lui et tu sais pas ce qu'ils ont dit aux infos, trucs comme ça, Ouais. est-ce que la base du problème, c'est pas que Bah, bah, c'est les le Français, malgré eux, il faudrait peut-être mieux les diriger, et ne savent pas s'informer, ne savent plus s'informer sur les médias qui sont faits pour ça? Ou ne veulent plus s'informer. Il y en a beaucoup et ça a été dû aussi à cause de la crise du Covid. L'info en continu, ça en a crispé plus d'un, je pense. Donc les gens en fait ne voulaient plus avoir affaire à leur télévision ou à leur téléphone justement pour checker les actus. Et c'est peut-être aussi le grand mal actuellement qui sévit, on va dire, dans la presse en général, parce que les gens ne veulent plus s'informer la plupart du temps. Ils prennent plus Et le temps je- de s'informer. Ne prennent plus Ouais. le temps de s'informer. Et je pense que c'est pour ça aussi que, comme on disait, il y a du bouche à oreille. Parce qu'en fait, on entend une info, mais on n'a même pas envie On va pas chercher d'aller chercher la profond, ouais. source de l'info Ouais. et pourquoi, le pourquoi du comment en fait. On Ouais. est tellement dans une société où on On veut n'arrive tout plus plus à vite. avoir l'attention maintenant. On veut C'est tout ça, plus quelque vite chose. possible, Donc, ouais. sur une heure, on va prendre 1000 infos et on va garder que ce qu'on a envie de garder. Voilà. Ouais, on cherche pas si c'est Ouais, Tous vraiment les- vrai, c'est c'est hyper vraiment long, faux. alors qu'en 5 lignes, on peut s'informer sur C'est Twitter. ça. Voilà. C'est ça. L'information n'est pas forcément vérifiée, mais les gens privilégient de plus en plus ce moyen de Moi, j'ai communication. les chiffres. Et C'est ça fake suscite news. la réaction même. Ah. C'est même plus Ouais. l'action. Sur les réseaux sociaux, c'est 88% de fake news. Ah oui, d'accord. C'est pour ça Déjà, que c'est énorme. donc les gens, vu qu'ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux, 80% c'est énorme, alors que la télé c'est 9%, la presse c'est 8% et les sites web 7%. D'accord. Donc les réseaux c'est énorme comparé aux Oui, réseaux. d'accord. Donc, en si fait, tout le monde s'informe sur les En fait, réseaux, limite, tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas Ouais. vérifié, c'est juste de l'info. ouais comme voilà. ça. Après oui, les gros sites, les gros médias, forcément, je pense qu'eux ils vérifient, tu vois. Il suffit de suivre les bons sites. Mais il y a tellement de gens sur les Faut réseaux. suivre, en fait, faut suivre les sites à leur base. Faut pas Ouais, voilà. Les relayeurs de l'info, c'est. Il y a tellement de gens sur Twitter que tout peut être faux. Mais voilà, il y en a C'est beaucoup ça. sur Oui, il y Twitter. en a, en plus. il y en a, ils s'amusent à mettre Mm. des trucs faux, il y en a, ils font pas exprès. mais- Et c'est dommage parce que selon tes statistiques, les médias qui sont les plus fiables, la télé et la radio, c'est les médias qui sont de plus en plus délaissés. Ouais. Donc les gens se plaignent C'est de pour plus en ça plus que- que les informations soient mauvaises Ouais. et ont de moins en moins confiance aux médias. Mais en fait, c'est eux qui se tournent vers les mauvaises Non, mais- sources d'informations. Donc c'est un peu contradictoire. Oui, il existe encore du vrai journalisme, avec des vrais journalistes Oui, bah oui, dans des heureusement. vrais médias. On a essayé de définir en tout cas les causes, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous y voyez des solutions pour pouvoir peut-être remédier à ça? Si vous n'avez pas d'idée, après l'étude sortie, la Croix-Cantar a fait une sorte de conférence. On a une grande reporter, Marie Boueton, j'espère que j'écorche pas trop son prénom, qui a également participé à cette enquête. Elle déclare: il faut ouvrir nos rédactions. L'objectif, avoir plus de transparence avec le public. Pour y parvenir, il faut questionner des méthodes journalistiques comme la pratique du off en politique. Est-ce que pour vous ouvrir les rédactions, comme on a la semaine du patrimoine, est-ce que la semaine des médias où on peut en rentrer, voir comment ça se passe sur un plateau télé, entrer dans une rédaction, pour vous, est-ce que ça peut être une des solutions possibles? Ouais, je pense. Ouais, Ça peut être c'est une bonne une idée, ouais. initiative. Je pense que c'est bien parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'est le métier de journaliste. Oui. Ils imaginent que c'est quelqu'un qui parle au micro devant la caméra et qui fait le show ou qui discute simplement avec ses amis quand il est à la radio. Mais le journaliste, c'est un vrai travail et pour moi, de voir les coulisses comme ça, d'ouvrir vraiment les portes des médias, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, juste autour de la table, qui est déjà rentré dans un vrai média professionnel dans les locaux? Un vrai, un gros. T'es Un rentré tout dans quel petit, locaux? c'est le journal de Gien. D'accord. C'est une petit journal. D'accord, il y a 3 pélos sur une table. Ouais. Ok. Voilà, T'es c'est rentré dans quel média, toi, Elisa? Moi, la Provence, donc chez moi, et France Bleu Vaucluse aussi. Et donc c'est toujours intéressant de voir un peu les Ah oui, coulisses. mais j'ai même assisté, voilà, il y avait le portrait du jour, ce genre de Mhm. choses, et voilà, voir les personnes en action, comment ça se passe, même à l'impression et tout ça. T'as déjà visité un média, Johan? Oui, des médias comme l'Indépendant, Presse Écrite ou France 3 en télé. Voilà. Et ça t'a plu? Enfin, c'est toujours intéressant, je trouve. Oui, parce qu'on n'imagine pas forcément l'envers du Mm. décor quand justement on s'y connaît pas. Et pour rebondir sur ce que tu disais, oui, un peu plus de transparence et d'honnêteté, ça peut pas faire de mal Ouais, ouais. vis-à-vis du public.
Moi, j'ai fait que les coulisses de la soirée de l'info et c'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Très bien. Donc pour vous, voilà, ouvrir la rédaction, ça peut être une possibilité. On a Jean-Philippe Baye, le directeur de l'information de Radio France et de France Info, donc quelqu'un Ouais, qui pèse un peu. voilà, qui sait de quoi il parle. Il n'est pas 100% d'accord avec ce que dit la grande reporter par rapport à ouvrir la rédaction. Pour lui, Ok. il faut surtout expliquer comment les journalistes travaillent et leurs difficultés. D'ailleurs, des difficultés, les médias, ils en rencontrent. Les difficultés, par exemple, financières, parce que pour aller sur le terrain, maintenant, ça coûte de plus en plus d'argent. Or, on a déjà eu la suppression de la redevance télé, et on a un chiffre, 74% des plus de 35 ans disent ne pas être prêts à payer pour s'informer. Donc, on a aussi les difficultés financières. Pour aller sur le terrain en Israël ou en Ukraine, ça coûte beaucoup d'argent. S'il y a de moins en moins d'argent, la qualité de l'information est moindre. Vous seriez prêt à dépenser de l'argent pour l'information ou pas? En tant que journaliste ou en tant que lecteur? En tant que citoyen, ou en tant que lecteur. Apporter sa contribution, oui, pourquoi pas. Après, il faudrait que ça soit noyé dans le poisson, entre guillemets, quoi. Parce que c'est sûr que si on le dit ouvertement, la redistribution, elle se fera dans tous les cas. Donc, c'est comme s'il y avait une taxe. Payer une taxe, ça reste une taxe. Et puis, je pense que ça peut être une solution au problème, quoi. Mais les gens s'informent tellement tous les jours et ont tellement cette habitude-là qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils s'informent. Donc si on leur coupe tout moyen de communication, tous les journaux, la radio, la télé, les réseaux sociaux, ils seraient vraiment perdus. Mais ils s'en rendent même plus compte et ils disent ne pas être prêts à payer, mais si on leur enlève ça pendant ne serait-ce qu'une semaine, ils se rendraient compte si on enlève juste l'information. Ils se rendraient compte peut-être qu'il leur manque quelque chose dans leur quotidien et que du coup ils pourraient peut-être après être prêts, mais il faut cette prise de conscience qui je pense qu'ils n'ont pas encore. T'as un avis sur la question, Johan, ou pas? Non, c'est vrai que à ce niveau-là, je suis d'accord avec Guillaume. Il ne faut pas empêcher les gens non plus de s'informer tous les jours. Mais effectivement, changer le moyen de le faire, ça peut être une bonne initiative. Très bien. On me dit bien les stats, Dodo Roronoa, qui te félicite pour ta petite recherche. Quel homme ce Guigui. Merci beaucoup, Guigui. Merci à tous d'avoir animé ce débat. On a essayé en très peu de temps. Oui, j'ai pas lu le dernier message, je vais pas le lire. C'est bon. Donc on avait très peu de temps pour explorer le sujet. On a essayé d'expliquer les pourquoi du comment. On a essayé d'expliquer aussi sur quoi on pourrait s'appuyer. Maintenant, c'est notre taf d'essayer de redresser la barre. Va falloir faire du bon boulot, les gars, parce que là, on est un peu en côte raide là quand même. Là, Je pense que s'ils regardent la soirée de l'info, ils vont se dire non, on va regarder en fait. On va s'informer. Est-ce que la soirée de l'info ne serait pas l'espoir de l'espoir. l'info en France? Je pense. Merci beaucoup en tout cas. On va pouvoir passer au tant attendu quiz. Tant attendu, pas trop. Zodo et Elisa, ils s'en fichent un peu du quiz ce soir. Ils ont complètement avoué ne pas avoir révisé. On parle un peu du quiz. La paqueta, j'ai le paquet pour le quiz. Le quiz, on est le 24, le 15 ou 16, il y aura très probablement l'émission Master Quiz qui réunira les 4 meilleures personnes qui ont répondu au quiz, 2 garçons, 2 filles. Pour vous les garçons ce soir, si vous voulez assister à cette émission, il faudra minimum faire 2 points pour espérer un tirage au sort, sachant que Matteo Data c'est presque déjà qualifié avec 3 points. Sauf si vous faites tous les deux ce soir 3 points, il y aura un nouveau tirage au sort. Mais non, il y a 6 points possibles. Il y a 6 points ce soir possible. Il y en aura 5. Excuse-moi. 5 sûrs, peut-être. Tout est nouveau aujourd'hui, 3 caméras. Il y a 3 caméras, il y a 6 points au quiz. C'est la révolution à la soirée de l'info. C'est Noël. Pour vous les filles, pour toi en tout cas, il faut atteindre 2 points si tu oses, si tu espères assister à cette émission. J'ai envoyé les questions à Alexis, il va pouvoir mettre la première dans le chat. J'espère que vous êtes prêts. Oh là là, ça dit vraiment n'importe quoi là. Voilà. Faut pas regarder les... Elisa, ouais. Est-ce qu'il a mis... Il a mis la question, j'avais pas vu. Je vous la pose. La formulation est un peu compliquée. Si vous avez des questions, j'ai pas trouvé une meilleure formulation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Pourquoi les camemberts ont-ils gagné cette semaine? Voilà, je commence avec... aux emballages les emballages en carton qui restent. Dommage. Johan prend le premier point de cette soirée de l'info. Johan, 1 point. Donc voilà, c'est ça. Les emballages en carton resteront autour de vos camemberts pendant au moins 5 ans. Les boîtes devaient être interdites par l'Union européenne. Et pourtant, elles seront encore sur vos fromages pendant 5 ans. Les producteurs de boîtes en Normandie, ils avaient un peu les chocottes parce que s'ils avaient plus ça à faire, c'était un peu... c'était un peu ça. Un amendement voté ce mercredi 22 novembre remet tout à plat pour les producteurs Cénomarin et Eurois. Vous êtes content ou pas content que le camembert garde son petit emballage en bois?
Je ne mange pas de camembert, Pas de personnellement, camembert, donc... Moi, je suis content. T'es content, toi? Ouais. C'est sympa la boîte du camembert. Ouais, en plus, c'est ouais, c'est très français, donc Ouais, voilà. c'est bien qu'on garde ces Ça- petites ça touches. se reconnaît en rayon, françaises. ouais. Sinon, c'est-à-dire. un emballage Moche. classique autour. Après, Moche. il est beau un peu. Voilà. il est- T'achètes du camembert, t'as le carton. Voilà, tu l'achètes pour le carton aussi. Voilà, c'est c'est ça. En tout cas, bravo Johan, tu as répondu bonne réponse à la première question. Je crois que Mathias fait genre j'ai trouvé. Roro Noah avait trouvé la bonne réponse dans le chat. Bravo Louison. Bravo Louison. Mais il sera pas là. Ta réponse ne sera quand même pas retenue pour te qualifier à Master Quiz. La deuxième question, c'est mise. Alors, pourquoi 2 points sur cette question? Si vous trouvez le chiffre exact, c'est 2 points. Si vous trouvez le chiffre le plus proche entre vous 4, vous gagnez 1 point. À combien le célèbre bicorne de Napoléon s'est-il vendu aux enchères cette 1,9 semaine? millions d'euros. Alors, Moi, j'irai 2. 2, Mais bon, Je sais pas. il a l'air d'être bien informé. 1,8. 1,8. J'ai aucune idée. Et toi, Elisa? 1,9, hein. 1,9. Johan, je vais pouvoir t'accorder que 1 point parce que le chiffre exact, 1,95. c'est 1 932 000 euros. Donc, Ah oui, c'était ça les deux. Ah. ouais, c'est ça. Donc, bravo Johan, tu remportes un 2e point. Je crois que tu es bien parti pour remporter T'as cette bien révisé, soirée de Johan. l'info. Ouais. Dans Avec le ça à chat, faire on cette m'avait semaine, dit toi. 700 000, 900 000. Fais genre que j'ai trouvé encore STP. Bravo Louison, tu avais trouvé la bonne réponse. Dommage exacte, qu'il ne en soit plus. pas à cette émission. hein, Ouais, Louison. c'est Il vraiment serait dommage qualifié. parce que tu serais qualifié, Ouais. tu serais vraiment qualifié tout de suite. Voilà, donc c'est bien 1 932 000 euros pour un bicorne de Napoléon. Donc c'est le Hmm. chapeau tricolore de Napoléon porté. C'est un record pour un Napoléon. Enfin, les objets de Napoléon, c'est Ok. l'objet de Napoléon plus qui s'est cher. vendu le plus cher. Elle a attiré des collectionneurs du monde entier, la vente, et a donné lieu à une belle bataille d'enchères en salle, au téléphone et sur Internet. Voilà, en 2014, un autre chapeau de Napoléon s'était vendu pour 1 884 000 euros. Donc c'est déjà des... C'est C'est fou, énorme, ouais. C'est déjà C'est des belles fou. sommes. Et en plus, enfin, c'est sûrement pas à cause de ça, mais il y a le film Napoléon qui est sorti cette Oui. semaine, donc il y avait un peu Oui, peut-être la hype Hype. Ouais, autour, ouais. autour de Napoléon. C'est Donc vrai. voilà, près de Il paraît, il est 2000. pas très bien aussi le film. Oui, beaucoup. Il a subi des beaucoup de- critiques il a subi des négatives, critiques. Écoutez, je vous invite à aller le voir quand même pour vous faire votre propre opinion. Tu vas le voir ou pas, toi, le film? Là Non, mais tu vas le voir. Tu espères aller le voir ou ça t'intéresse Non, pas? bah il me dit qu'il était pas. Faut le voir, mais je le verrai dès qu'il sera à la sortie gratuite. D'accord. Le rat. Je peux Ça d'argent. faire Hunger Games, je peux la crois, faire. Dorian. Ouais, moi je vais aller voir une gag. Ah ouais, ça Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. J'ai jamais vu ce genre de film. Moi non plus. Très bien. On va laisser mettre Louison. Oh là là, Louison. Alexis, je vais te laisser mettre la 3e Il question va pas aimer Alexis. Hein. dans le chat. C'est fait. Celle-là, normalement, c'est du Du tac au tac. c'est du tac au tac. Là, je vous attends. Ah, c'est bon. Ok. Il y aura la rediff. Faut Johan, bien, tu- Alexis, tu- tu m'aides tu parce ta que là, place, ça là, va être. Johan, rapproche-toi Là, du Johan, Tu joues ta micro. place, Johan. Tu joues ta place. Rapproche-toi du micro. On va se taire pour le laisser se Qu'est-ce qualifier. que des milliers d'enfants ont-ils reçu dans leur boîte aux lettres cette semaine? Des taxes non, des taxes d'habitation. Des avis de- Ah, des ouais. taxes Ah oui, oui, Les j'en ai entendu enfants. parler. Les enfants comment J'ai dit les enfants. Oui, t'as dit Oui. les enfants. Bah oui. Ouais, Eh ben, des enfants ont reçu Oui, des taxes. par erreur, ils ont par reçu ça. erreur, ouais. Ouais, les enfants, c'est Moi pas eux aussi, qui je achètent suis dans leur boîte aux étudiante. lettres. Bon, après, je l'ai D'ailleurs. reçu aussi. Oui, tu l'as reçu. Donc qui l'a reçu autour de la table Moi, du coup, Reçu. j'ai reçu. Combien tu devais payer? 985 euros. Ah ouais, moi ça 38, ça va. 138. Moi, je ne l'ai pas Je suis reçu. au courant. Après, on a eu des amendes, nous. Moi j'ai reçu aussi 700. Oh, j'arrive à 1000 euros là. 736 euros, Ah, je voilà, crois. c'est énorme. Donc en fait, c'est une énorme erreur du centre des impôts. Des milliers d'enfants, parce qu'il y a nous étudiants, mais des enfants aussi, une lettre chez. Enfin, donc Ah, sur l'adresse de leurs parents. Oui, adressée à Ok. eux. Et on a par exemple Sophie disant qu'il devait payer près de 3000 euros. Elle a pas l'argent là pour. On fera pas d'études. C'est 3000 euros. Elle est partie Ça travailler à commençait Carrefour à depuis. faire un peu cher. Donc voilà, c'est une énorme erreur. Gérald Darmanin a annoncé que ça se réglerait tout seul. Mais bon, il y en a même certains, même en Médiarel, il y a Guillaume qui est parti en. Donc, l'autre Guillaume qui est parti en Médiarel. Il y en a qui avaient commencé les mensualisations à vouloir payer. Ouais, mais c'est- ils ont fait avoir des gens, ça se trouve, il y en a qui se sont fait avoir. Ah bah on oui, paye, hein, c'est sûr, Ouais. c'est sûr qu'il y en a qui ont payé. Mais en tout cas, ça a pas mal fait parler parce que on est étudiant, il y en a pas mal en situation précaire. En plus, on reçoit 800 euros de notes à payer. Ouais. C'est sûr que ça fait mal. Est-ce qu'on Ouais. l'avait dans le chat? Oui. Là, je peux le dire officiellement, Louison. Ils ont la même- Tu avais la bonne réponse. Bravo, bravo Louison. Un courrier du Il Père Noël. Non, une faute. Ouais. Il est quand même meilleur derrière l'écran, hein, Louison. Oh. Très bien. Donc c'est qui avait la bonne? Donc c'est encore C'est Johan. encore Johan. Oh là là Qualifié là avant là, ça, non 3. Et oui, 3. Oh, il dépasse Tony. C'est l'homme Pour en l'instant, forme Johan. ce soir. Johan reviendra dans 2 semaines. Sauf Bah, nous, si. c'est bon, on a plus de chance. On est dans la course. Nous, c'est fini, nous. Ouais. Même si on a les deux là, Ouais, mais tu. Ouais, 2. Bah, Ouais. fais pour le beau jeu. Repars Ouais. pas avec 0 points. c'est pas Il va grave. pas vous écraser quand même. Il va pas Non, vous mettre 5-0. On lui a laissé. Il arrive Il faut qu'on se rebelle contre Johan. Nouvelle question locale. J'ai pris du local cette semaine. Oui, c'est L'actualité me l'a permis.
Quelle est la spécialité d'une nouvelle école qui a ouvert à Nice cette semaine? Donc nous on est école de journalisme. Le À Nice, chocolat. c'est ouvert une école de Pas pas de de chocolat, pas de pâtisserie. Ah oui, des jeux vidéo. De jeux vidéo. Oh là là. Ah oui, j'en avais entendu parler, Oui. c'est vrai. Il avait rien Voilà. à faire cette semaine. lui, sur le 4 points, tu dépasses donc Mathéo Datas, tu seras officiellement qualifié. Une école de jeux vidéo. Alors 30 élèves ont fait leur rentrée la semaine dernière à la nouvelle école de jeux vidéo de Nice. Ils sont pas, ils étudient pas les touches ou les manettes. C'est pour du graphisme, c'est pour du business. Ok. Ce seront les futurs créateurs de jeux vidéo de la prochaine ère. Voilà, la nouvelle C'est des école. programmeurs, c'est ça? Programmeurs, Ok. business, graphisme. Si je reprends mes notes, on a plusieurs aussi studios de jeux vidéo qui ont investi dans cette école pour pouvoir après récupérer les étudiants. Ok. Elle propose des formations diplômantes équivaut à Bac+5 quand même, avec des Ouais. bachelors, Quand même. des masters. Donc c'est une école très sérieuse de jeux vidéo qui s'est ouverte à Nice cette semaine. Personne avait la bonne réponse dans le chat, on me dit même non mais ça y est, personne n'avait la bonne réponse. En tout cas bravo Johan, tu roules clairement sur Ouais. ce quiz. Je vais laisser mon cher compère Alexis mettre la 5e question dans le chat, elle est posée. Pourquoi parle-t-on de Jenna Ortega et de Melissa Barrera dans l'actualité cette semaine? Putain, c'est- Je l'aurais pas. Ah non. Ah, vous Non, l'aurez j'en- pas? J'en ai pas du tout. Jenna Ortega, ça vous dit quelque Oui, chose? Oui, oui, bien mercredi, sûr. ouais. Mercredi. Ouais. Elle joue. Ah oui, elle fera pas partie du casting, je crois, de Scream ou un truc C'est comme ça. ça. Les deux actrices ont quitté moi aussi, le je tournage sais de Scream 7. Ouais. Ok. Est-ce que Ah vous ouais. savez pourquoi? Petite question bonus. Non, ça je saurais pas Vous dire. savez J'étais pas traumatisée Ouais, il y a par des le scènes. film. Non, alors c'est vraiment avant le tournage. Elle devait participer, elle participe pas parce que Melissa Barrera, donc une actrice, a clairement affiché son soutien à la Ah, Palestine oui. dans un post d'accord. ok. Pour Instagram. intérêt politique. enfin, Voilà, pour, c'est ça. Et orientation le politique. studio de D'accord. production a affirmé très classement. Tac, tac, tac. Nous avons une tolérance zéro pour l'antisémitisme et l'incitation à la haine. C'est ainsi que Spyglass, le studio de production, a annoncé la nouvelle à Melissa Barrera. Et dans un mouvement de soutien, Jenna Ortega a suivi D'accord. le mouvement et donc ne sera pas. Bravo Dorian et Elisa en tout cas. Oui, c'est vrai, on peut les féliciter. Bah, ouais, on n'est pas les seuls, hein, il y en a une troisième personne sur le bateau. Enfin, Un point. Ah, j'ai eu un point T'as eu un moi. point Et j'ai répondu à la dernière question. Hein. Ah oui, Et ouais. Bon, bah, on est fort. Après, on l'avait dit, hein, on l'avait dit au début. Ouais, c'était annoncé. C'était annoncé. Mais quand même, je Ouais. suis déçu de toi, Nodo. T'es là une fois par an. Une fois par an, t'es là et t'as pas une réponse à une question. Il y avait trop de trucs à faire cette semaine. Tu m'as mis la mauvaise semaine. Ah, dommage. Bah, tu répondras bien dans le chat la semaine prochaine, j'espère. Non, je serai là. Ok. Oh, l'aigreur du titre. Non, je serai là. J'ai ton émission, j'ai ton Tu compatriote. seras là d'ailleurs la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous quatre d'avoir répondu présent à la soirée de l'info. Merci à La toi. semaine prochaine, là, il y a plein de nouveautés. Enfin, il y a 3 caméras. La semaine prochaine, il y a la nouveauté des nouveautés. Ce sera un plateau 100% B1. Les premières années font leur entrée dans la soirée de l'info. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci encore à vous quatre. Merci Passez beaucoup. une excellente Merci beaucoup. soirée et on se retrouve donc même heure, même jour la semaine prochaine.